Alors que le Soudan fait face à la plus grande crise humanitaire au monde selon l'Organisation des Nations Unies, les paramilitaires sont accusés d'avoir exécuté plus de 2000 civils non armés depuis dimanche. Mais alors que se passe-t-il au Soudan alors que la situation est absolument critique? Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien et c'est donc le sujet à la une de ces actualités du jour sur YouTube et en podcast audio. Alors on a déjà évoqué à de nombreuses reprises ces derniers mois la situation au Soudan, mais ça me semble essentiel de faire un nouveau point aujourd'hui en redonnant le contexte pour ceux qui n'ont pas suivi et en voyant aussi les dernières informations qui sont donc très importantes. Le Soudan, c'est donc un pays d'Afrique de l'Est qui se situe au sud de l'Égypte et qui compte environ 50 millions d'habitants. Or, depuis son indépendance vis-à-vis de la Grande-Bretagne et de l'Égypte en 1956, eh bien, le Soudan connaît régulièrement une période d'instabilité. Le pays a subi une trentaine de tentatives de coups d'État pendant donc ses près de 70 ans, des coups d'État qui ont parfois réussi, parfois non, et le pays a aussi été marqué par une série de guerres civiles. On ne pourra pas revenir aujourd'hui sur toute l'histoire du Soudan, mais c'est donc dans ce contexte déjà très tendu que en 2019, le président Omar el-Béchir, qui était lui-même arrivé au pouvoir par un coup d'État militaire en 1989, eh bien Omar el-Béchir, en 2019, a été lui-même renversé par un nouveau coup d'État mené par l'armée soudanaise. Après le renversement d'Omar el-Béchir, un gouvernement de transition civile avait été instauré, sauf que il avait de nouveau été renversé en 2021, et en l'occurrence, il a été renversé par deux hommes. Il faut bien retenir leurs noms puisque ce sont des éléments clés pour comprendre la situation. D'un côté, il y a le général Abdel Fattah al-Burhan, qui est aujourd'hui le chef des forces armées. Et de l'autre côté, il y a le général Mohamed Hamdan Dagalo, plus connu sous le nom de Hemedti. Il est le chef des forces de soutien rapide, les FSR. C'est une milice paramilitaire. Et donc en fait, il y a eu une situation où d'abord Abdel Fattah al-Burhan avait pris le pouvoir avec Hemedti, qui était devenu le numéro 2 du régime, sauf que, il y a maintenant plus de 2 ans, on en avait parlé à l'époque, le 15 avril 2023, les forces de soutien rapide de Hemedti ont attaqué Abdel Fattah al-Burhan dans l'objectif de prendre le pouvoir, de ne pas être en quelque sorte numéro 2, mais de passer numéro 1. Et depuis, une guerre violente oppose les deux camps pour prendre donc la tête du pays. Mais ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que c'est pas uniquement un conflit interne, puisqu'en réalité, ces deux camps, ils sont soutenus par des forces extérieures qui continuent elles-mêmes finalement à alimenter la guerre. Selon l'Organisation des Nations Unies, l'armée du général Fattah al-Burhan est par exemple soutenue par l'Égypte, soutenue par l'Arabie Saoudite, par l'Iran, par la Turquie, alors que en face, les forces de soutien rapide d'Hemedti sont soutenues par les Émirats Arabes Unis. Mais ce qu'il faut noter, c'est que même si cette implication elle a été reconnue et documentée, tous ces pays nient leur implication dans le conflit. Par ailleurs, ce qu'il faut quand même comprendre, c'est que certes, il y a une question de rivalité pour prendre le pouvoir, mais il y a aussi derrière des rivalités économiques avec la question de contrôle de ressources stratégiques. On pense à l'or, on pense au pétrole ou encore évidemment aux terres agricoles qui peuvent jouer un rôle important. Et le Soudan était par exemple le 3e plus grand producteur d'or en Afrique en 2022. Et tout cela amène des tensions d'autant plus importantes et l'implication potentielle donc de forces et de pays extérieurs, comme on vient de le dire à l'instant. Alors aujourd'hui, les forces armées soudanaises du général al-Burhan contrôlent principalement le nord et l'est du pays, tandis que les forces de soutien rapide d'Hemedti sont présentes surtout dans le sud et contrôlent principalement la région du Darfour dans l'ouest du pays, qui est une région qui est extrêmement contestée. Et justement, c'est dans cette région qu'il y a eu du nouveau. En effet, dimanche dernier, les combattants des FSR ont annoncé avoir pris la ville d'El Fasher, qui est la capitale du Darfour Nord. Ça faisait 18 mois que la ville subissait un siège des FSR qui l'ont progressivement encerclée, limitant l'accès à la nourriture, à l'eau ou encore aux soins médicaux. Et donc après tout ça, le général Abdel Fattah al-Burhan a annoncé finalement le retrait de ses troupes, tout en promettant, je cite, de se venger. Et donc dans ce cadre-là, il y a eu beaucoup d'accusations mutuelles de violence et de violation des droits humains. La dernière en date, c'est l'information suivante. Sans que ces chiffres n'aient pu être pour l'instant vérifiés de façon indépendante, les forces alliées de l'armée ont accusé ce mardi les FSR de Hemedti d'avoir, je cite, exécuté plus de 2000 civils non armés. L'organisation soudanaise de défense des droits humains Emergency Lawyers indique, elle, avoir visionné des vidéos qui montrent des miliciens se livrant à des exécutions de civils et à des exécutions de prisonniers de guerre. Alors face à tout cela, l'ONU a réagi et a appelé un cessez-le-feu immédiat entre les forces militaires rivales, mais il faut savoir que la situation est déjà extrêmement tendue. Selon l'organisation, depuis dimanche, plus de 26 000 personnes ont été contraintes de fuir la ville, le tout dans des conditions horribles. L'Organisation mondiale de la santé, qui a elle aussi appelé à un cessez-le-feu, a quant à elle indiqué ce mercredi que plus de 460 personnes avaient
été tués dans une maternité à El Fasher. Il s'agit principalement de patients et d'accompagnateurs à la maternité. En dehors de cette attaque sur la maternité, l'OMS a recensé depuis le début de la guerre au Soudan en avril 2023 185 attaques contre des structures de santé qui ont tué 1204 personnes et fait 416 blessés. Et plus largement en fait, là aussi c'est des chiffres qu'on a déjà évoqués à de nombreuses reprises, mais c'est important de le rappeler. C'est des chiffres qui restent difficiles à évaluer, mais le nombre de personnes tuées dans la guerre au Soudan est aujourd'hui établi à plus de 150 000 morts par de nombreux médias. Ce sont des chiffres relayés notamment par le média britannique The Guardian. En avril dernier, le pays comptait environ 13 millions de déplacés qui cherchaient à fuir la guerre, ce qui en fait la crise la plus importante en matière de déplacement de la population. Par ailleurs, de nombreuses ONG de défense des droits humains, notamment Human Rights Watch, indiquent que des actes de nettoyage ethnique, de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre ont été commis contre les communautés non arabes au Soudan par les forces de soutien rapide. Ils mettent en garde par ailleurs, je cite, contre un possible génocide. Et l'ONG Amnesty International dénonce elle aussi l'usage systémique du viol comme arme de guerre par les FSR. À noter que les forces armées soudanaises sont elles aussi accusées de prendre pour cible des civils et des infrastructures civiles. Résultat, aujourd'hui, près de la moitié de la population est confrontée à une insécurité alimentaire aiguë selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Par ailleurs, ce qui inquiète beaucoup, c'est qu'il y a un enjeu de manque de financement humanitaire. Selon l'ONU, il faudrait 4,2 milliards de dollars dans la situation actuelle. Le problème, c'est que seulement 25% ont été financés. Ça me semblait donc absolument essentiel de faire un nouveau point aujourd'hui sur la situation. C'est un sujet dont on parle régulièrement sur la chaîne, mais qui est assez peu évoqué autrement en général. Donc évidemment, on va continuer à vous tenir au courant sur ce qui se passe au Soudan. Je vous laisse avec Léa pour le reste de l'actualité importante du jour et je reviens juste après. Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette actu avec un nouveau point sur la situation à Gaza au cours des dernières 24 heures où plus de 100 Palestiniens et un soldat israélien ont été tués. En fait, mardi, un soldat israélien a été tué à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza. Israël accuse le Hamas d'être derrière ces tirs, ce que nie l'organisation. Dans la foulée, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a donc accusé le Hamas d'avoir violé le cessez-le-feu et a annoncé la reprise de bombardements. Les bombardements ont été massifs et dans la nuit, au moins 100 Palestiniens, dont 46 enfants, ont été tués selon la Défense civile palestinienne, une organisation de secours qui opère sous l'autorité du Hamas. Des sources dans 5 hôpitaux du territoire palestinien ont confirmé ce chiffre. Selon le président des États-Unis, ces bombardements ne remettent pas en cause le cessez-le-feu et Israël affirme que le cessez-le-feu est à nouveau en vigueur. Deuxième actu, le premier ministre de la Jamaïque a déclaré son pays zone sinistrée après le passage de l'ouragan Melissa. Il a touché terre mardi avec des vents proches de 300 km/h selon le Centre national américain des ouragans. C'est l'ouragan le plus puissant jamais enregistré sur cette île des Caraïbes. Il était de catégorie 5, le niveau maximal sur l'échelle de Saffir-Simpson. D'importantes inondations ont frappé l'est du pays, des toits ont été arrachés et des coupures d'électricité signalées. Au moment où je tourne, aucun bilan officiel jamaïcain n'a été communiqué, mais mardi soir, on comptait 3 morts en Jamaïque. Alors mercredi matin, Melissa a été rétrogradée en catégorie 3 avant de toucher le sud-est de Cuba. L'ouragan reste extrêmement dangereux. Selon le Centre national américain des ouragans, 735 000 personnes ont été évacuées à Cuba et l'état d'alerte a été déclenché dans 6 régions de l'est du pays. Le président de Cuba a déploré les nombreux dégâts provoqués par le passage de l'ouragan. L'ouragan a aussi touché Haïti, faisant au moins 20 morts dans les inondations, selon un bilan fourni par les autorités locales à l'AFP vers 16h, heure française. Les Bahamas, les îles Turques et Caïques, un territoire britannique, et les environs des Bermudes devraient également être touchés par l'ouragan. Troisième actu, la Russie est accusée d'avoir commis un crime contre l'humanité en menant des attaques de drones contre des civils, forçant la population à fuir des territoires contrôlés par l'Ukraine. C'est ce qu'on peut lire dans un rapport publié ce lundi par la commission d'enquête internationale indépendante des Nations Unies sur l'Ukraine. Créée par le Conseil des droits de l'homme après l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie en février 2022, cette commission accuse la Russie de mener, depuis plus d'un an, je cite, des attaques de drones contre un large éventail de cibles civiles. On parle ici de personnes, d'habitations, de points de distribution humanitaire, d'infrastructures énergétiques essentielles, mais aussi d'ambulances. La commission d'enquête a aussi dénoncé des crimes de guerre en citant notamment la déportation et le transfert forcé de civils depuis des zones occupées par la Russie dans la région de Zaporijjia, dans l'est de l'Ukraine. Alors pour rédiger ce rapport, la commission a interrogé 226 personnes, dont des victimes et des témoins, et examiné plus de 500 vidéos. À noter que cette commission ne parle pas au nom de l'ONU et qu'elle n'est pas reconnue par la Russie. Quatrième actu, les États-Unis ont mené 3 frappes contre 4 embarcations de narcotrafiquants présumés dans le Pacifique Est, tuant 4 hommes, a annoncé ce mardi le ministre
américain de la défense. Un seul survivant a été secouru par les autorités mexicaines, mais la marine mexicaine ne précise pas le sort de celui-ci. On compte désormais plus de 57 personnes tuées et 14 embarcations présentées comme celles de narcotrafiquants détruites par des frappes américaines dans les Caraïbes et le Pacifique depuis début septembre. Le président Donald Trump a justifié ces attaques en affirmant que les États-Unis menaient un conflit armé contre les cartels de la drogue qu'il a assimilés à des combattants illégaux. Aucune preuve n'a toutefois été fournie concernant l'identité des cibles. De son côté, Gustavo Petro, le président colombien, a accusé les États-Unis de mener, je cite, des exécutions extrajudiciaires dans les Caraïbes et le Pacifique. On suivra ça. Cinquième actu, le dérèglement climatique cause des centaines de milliers de décès chaque année dans le monde, selon le dernier rapport du Lancet Countdown publié ce mercredi. Les vagues de chaleur ont provoqué 546 000 morts chaque année entre 2012 et 2021, et en 2023, 154 000 personnes sont mortes de la pollution liée aux fumées des incendies de forêt, un record absolu. À noter que l'année 2024 est considérée comme la plus chaude jamais enregistrée, dépassant le seuil symbolique des 1,5 degrés de réchauffement par rapport à l'ère pré-industrielle. Les phénomènes extrêmes comme les sécheresses, canicules et inondations, qui sont amenés à se multiplier avec le dérèglement climatique, ont fragilisé les systèmes de santé et l'économie. Sixième actu, la notion du consentement est désormais intégrée à la définition du viol dans le code pénal en France après un vote au Sénat aujourd'hui. L'Assemblée nationale avait déjà approuvé le texte jeudi dernier. Désormais, les agressions sexuelles et le viol seront définis dans le code pénal comme tout acte sexuel non consenti, alors que jusqu'à présent, il était décrit comme toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise. Il est précisé que le consentement doit être libre et éclairé, spécifique, préalable et révocable, et ne peut être déduit du silence ou de l'absence de réaction de la victime. La définition réaffirme qu'il n'y a pas de consentement si l'acte est commis avec violence, contrainte, menace ou surprise. En tout cas, 327 sénateurs ont voté pour et 15 se sont abstenus. La proposition de loi avait également été largement votée à l'Assemblée nationale avec 155 voix contre 31. Seuls les élus d'extrême droite s'y étaient opposés. De son côté, la Fédération nationale des centres d'information sur les droits des femmes et des familles a souligné la nécessité d'accompagner la loi par une éducation affective et sexuelle et par la formation des magistrats et forces de l'ordre. Et on termine avec cette actu, la deuxième édition du marathon caritatif Stream for Humanity, organisé par le streamer Amine Mathieuet, se tiendra du 14 au 16 novembre sur la plateforme Twitch. Pendant 48 heures de live, plusieurs stars d'internet, en partenariat avec Médecins sans frontières et le Secours populaire français, récolteront des fonds pour la lutte contre la faim dans le monde, en France, au Nigeria, en Palestine, au Soudan et en République démocratique du Congo. L'événement se conclura le 16 novembre au soir par un match de football caritatif au stade Jean Bouin à Paris. À noter que la première édition, en janvier dernier, avait permis de collecter près de 3,5 millions d'euros grâce à 26 créateurs de contenu, dont Squeezie, Michou et Inoxtag. 30 créateurs participeront à cette deuxième édition, mais leurs noms n'ont pas encore été dévoilés. Merci beaucoup Léa pour ces actualités. Alors pour plus d'actualités, je pense que vous le savez, rendez-vous sur Instagram, le nom du compte c'est Hugo Décrypte. Je le rappelle aussi pour tous les nouveaux que, on sort dans quelques jours ma première bande dessinée, Hugo Décrypte en Russie. Une bande dessinée qui a été écrite et vérifiée avec des historiens qui visent justement à se pencher sur la question de la Russie dans la situation actuelle. C'est un travail donc d'analyse factuelle sur le sujet, de déconstruction aussi d'un certain nombre de discours, notamment de Vladimir Poutine aujourd'hui avec ses visions impérialistes, pour donc faire un point factuel sur le sujet. Pour la prévente, c'est disponible directement en description, sachant qu'avec la prévente, vous avez directement un livret aussi de making-of qui raconte les coulisses. La BD sort le 4 novembre. Je vous mets les liens donc en description. Prenez soin de vous, prenez soin de nos proches, et puis on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.